Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce petit week-end, on se retrouve pour une compilation. Si jamais vous voulez de nouvelles vidéos, faudra attendre lundi, mardi et mercredi prochain. Bon, s'il y en a qui aiment pas forcément les compilations, je suis sûr que t'as même pas vu toutes les vidéos qui viennent de sortir il y a pas longtemps. Et je vais te mettre des petites miniatures, comme ça tu verras si tu l'as vu ou pas. Et si tu les as pas vues, fais-toi plaisir. Bon, si jamais tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait jamais de mal. Pareil, si tu veux, tu peux venir sur le petit Instagram. Moi je te laisse avec cette petite sélection de threads d'horreur, donc prends-toi un petit chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Juliette. Cette histoire se passe en Slovénie il y a 4 ans. Et à ce moment-là, Juliette a 13 ans. Juliette et ses parents se trouvent dans un camping immense et très mal organisé en Slovénie. Il leur faut marcher environ 10 minutes pour arriver au sanitaire. Et pour y accéder, il faut traverser un petit bois qui doit faire environ 700 mètres et qui n'est pas du tout éclairé. Le 3e soir arrive et il doit être aux environs de 21h30. Juliette et sa famille ont passé une bonne soirée au feu de camp. Et ça y est, maintenant Juliette est fatiguée. Elle voudrait aller se coucher. Mais avant ça, elle aimerait bien aller aux toilettes. Elle sort donc du van familial pour se rendre en direction des sanitaires. À l'époque, Juliette est morte de peur à l'idée de traverser ce bois toute seule, surtout qu'elle n'a que 13 ans. Elle marche donc toute seule avec sa lampe torche. Et une fois arrivée à l'entrée du petit bois, elle prend 1 minute pour se décider si elle veut vraiment y aller. Car comme elle nous le dit, elle a très peur. À partir de maintenant, Juliette va allumer la lumière de son téléphone. Juliette nous précise qu'elle ne parle pas du tout un mot de slovène. Et pour on ne sait quelle raison, son frère n'a pas voulu l'accompagner. Du coup, elle se retrouve toute seule sur ce terrain inconnu. Juliette avance dans le bois et au bout de 2 minutes de marche, elle entend une branche qui craque derrière elle. Au début, Juliette sursaute, mais elle se rassure en se disant qu'il y a un gros chien dans ce camping et que leur maître ne l'attache pas. Et juste après avoir entendu ce bruit, elle peut maintenant entendre des bruits de pas. Elle décide donc d'accélérer le pas mais ne trottine pas pour autant, puisqu'elle se dit que si elle se met à courir, le chien va lui courir après. Et ça, c'est quelque chose que Juliette ne veut pas du tout. Malheureusement, Juliette a peur des chiens. Mais Juliette se rend vite compte que les pas ne ressemblent pas du tout aux pattes d'un chien. Alors elle se retourne et son cœur s'arrête. Derrière elle, dans le noir, se trouve un homme. Juliette sait que ça peut paraître normal dans un camping de voir des personnes. Mais cet homme n'est pas un campeur. Il est habillé en habit de travail comme un équipement de chantier. Ce qui n'est pas forcément illogique étant donné qu'il y a un chantier non loin du camping. Mais les ouvriers qui y travaillent dorment dans un préfabriqué à côté du chantier. Juliette nous dit que l'homme est sale et il la regarde avec un sourire malsain. Elle regarde cet homme et ne crie pas. Elle reste juste là, figée. La peur que ressent Juliette l'empêche de bouger ou de crier. Mais son cerveau essaye de réfléchir très vite à une solution. Juliette panique et se dit que c'est fini. Elle va mourir avant d'avoir pu appeler à l'aide. Car oui, il lui reste environ 2-3 minutes de course avant de pouvoir sortir des bois. Et malheureusement, elle nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de cardio. Elle sait qu'elle pourra tenir 1 minute 30 de sprint au max. Pendant que Juliette essaye de se convaincre de se mettre à courir, l'homme reste là, immobile, et il la fixe. À ce moment-là, elle peut remarquer que dans sa main se tient un objet. C'est une masse qui sert à abattre les murs dans un chantier. En voyant ça, Juliette a l'impression qu'elle va s'évanouir. Mais c'est également à ce moment-là que son corps est passé en mode pilote automatique. Juliette se met alors à courir en lui hurlant de la laisser tranquille. Elle appelle au secours en anglais, ce qui n'a aucun sens car personne ne peut l'entendre à cause de l'épaisseur du bois dans lequel elle se trouve et l'heure tardive. Juliette n'entend pas l'homme lui courir après, mais ce qui lui glace le sang, c'est qu'au moment où elle s'est mise à courir, il lui a hurlé dessus en slovène des mots que Juliette ne comprenait forcément pas. Elle a couru beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps que prévu grâce à l'énorme dose d'adrénaline que lui a provoqué la peur. Elle a pu arriver jusqu'aux toilettes et elle s'est enfermée dans une cabine. Juliette a pleuré sans pouvoir faire quoi que ce soit pendant 5 minutes. Ensuite, elle a appelé son père avec son portable qui lui sert également de lampe. Très peu de temps après, son père est arrivé. Juliette et sa famille ont quitté le camping le lendemain matin. Tout ça sans alerter la police locale étant donné que cet homme n'a commis aucune infraction. Et Juliette n'a eu aucune nouvelle de cet homme jusqu'à la semaine dernière. Le père de Juliette lui a dit que quand elle l'avait appelé à ce moment-là, il était déjà en route pour venir la chercher. Il a pu entendre un homme hurler. Il a alors accéléré le pas car il a cru qu'il ne reverrait plus jamais Juliette. Lorsqu'il a traversé le bois, il n'a pas vu l'homme.
car il sait que cet homme a pris la fuite quand il a hurlé le prénom de Juliette. Cette histoire n'est pas encore finie étant donné qu'on a un dernier détail. Le soir, quand Juliette a couru dans les bois, eh bien elle a perdu son bracelet. Et le lendemain matin, quand ils ont quitté le camping, eh bien ils l'ont retrouvé. Il était à côté d'une pipe en verre qui sert à prendre de la drogue, le tout sur une bâche avec une pelle collée contre l'arbre. Et sur cet arbre se trouvait une petite caméra. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rina. Mais d'abord, mettons un petit peu de contexte. Les parents de Rina se sont séparés très peu de temps après sa naissance, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas un mois quand ils se sont séparés. Elle passe les week-ends chez son père et la semaine chez sa mère. À cette époque-là, Rina n'a que 6 ans. Et il faut savoir que chez son père, il y a toutes les choses qu'un enfant rêve d'avoir. Une balançoire en plein dans la maison. Ce qui fait qu'à cet âge-là, Rina aime passer du temps chez son père. Allez, passons à l'histoire. C'est donc un dimanche comme les autres. Rina est avec son père et une amie à elle qui s'appelle Anna. Les parents d'Anna sont bien évidemment là pour l'accompagner. Les deux petites filles s'amusent dans la chambre de Rina quand son père la prévient que les parents d'Anna et lui-même vont aider un ami en commun qui a une panne avec sa voiture. Le père de Rina, il est pas très chaud pour laisser les enfants seuls dans la maison. Mais les parents d'Anna ont finalement réussi par le convaincre de les laisser seuls, avec l'argument principal que de toute façon elles sont deux et que la maison se trouve dans un endroit paumé de chez paumé. Et puis bon, la maison n'est pas très visible étant donné qu'elle est entourée de pruniers. Le père de Rina a fini par abdiquer et il part avec les parents d'Anna. Les deux petites filles se retrouvent alors toutes seules dans une maison rien que pour elles. Le rêve pour les enfants de leur âge. Les filles commencent donc à jouer. Ça fait environ 1 heure que les adultes sont partis et les filles ont vraiment envie de faire de la balançoire. Les filles décident alors d'aller voir la balançoire qui est devant une baie vitrée qui donne sur un jardin. Elles se balancent chacune à leur tour et à un moment, alors que Rina est sur la balançoire et passe devant la baie vitrée, elle aperçoit du coin de l'œil un homme dans son jardin. Rina descend en sautant de la balançoire et dit à son ami « Y a papa qui est rentré, viens, on va aller faire une blague et on se cache. » À ce moment-là, Rina est persuadée que c'est son père qui rentre. Les deux petites filles vont alors se cacher derrière une espèce de rideau qui est face à la porte vitrée. Cachées derrière le rideau, les deux filles aperçoivent une silhouette qui apparaît derrière la porte, mais qui disparaît. Elles décident alors de rester cachées puisqu'elles se disent qu'effectivement, les parents d'Anna ne devraient pas tarder. Elles restent alors comme ça, à parler et à rigoler doucement, jusqu'à ce qu'une voiture se gare et que des pas rapides se fassent entendre. La mère de Rina ouvre la porte et commence à crier « Rina, Fred, vous êtes là ?» Rina et Anna sont sorties de leur cachette et elles ont directement couru dans les bras de la mère de Rina. La mère de Rina se met à pleurer, mais Rina ne comprend pas du tout la situation. Quelque temps après, le père de Rina est rentré. La mère de Rina l'a pris à part. Rina a appris très récemment que ce n'était pas son père qui était derrière la porte vitrée, mais un parfait inconnu qui s'était installé dans le jardin depuis au moins 2 jours et qui avait garé son camion dans les pruniers. Comment Rina a connu toute la vérité? Eh bien, c'est parce qu'elle s'est plaint que son père ne voulait jamais la laisser seule dans la maison. Du coup, ils lui ont raconté cette histoire. Voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elodie. Elle a 21 ans et cette histoire s'est passée l'été dernier. Elle vient de finir sa première année de PACES pour être kinésithérapeute. Elle a de grandes chances de l'avoir, mais elle nous dit qu'il faut savoir qu'il y a certaines écoles de kiné qui sont payantes. Et du coup, Elodie doit bosser pour avoir des sous de côté et potentiellement réduire le prêt étudiant qu'elle va avoir. Elle nous précise ceci pour que vous compreniez bien qu'elle a vraiment besoin de trouver un travail pour ses études. Elodie a donc un contrat de 3 mois, juin, juillet, août dans un camping sur la côte ouest. C'est un camping isolé de la ville. Il est à 1 km de la plage et à environ 7-8 km de la forêt de la première ville. Elodie fait l'avant-saison pendant 1 mois. L'équipe est réduite et donc aucun saisonnier jeune est sur le camping. Il y a seulement une fille d'une 40aine d'années qui s'appelle Marie. Le camp saisonnier est à l'entrée du camping. Elodie a une grande tente de 3 pièces. 2 chambres avec un espace entre les deux. La tente d'Elodie est à 20 mètres de la caravane de Marie. Pendant l'avant-saison, le camping n'a pas de vigile ou de personne qui veille à la sécurité le soir. De même, il y a un problème de lampadaire où loge Elodie, ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière dans tout l'espace réservé aux saisonniers. Le 3e soir de l'arrivée d'Elodie, elle est sur son téléphone en train de parler à son copain par message. À ce moment-là, Marie n'est pas sur le camp. Elle est sur la plage avec une amie à elle. Il est environ minuit
nuit et vu qu'Elodie commence assez tôt le lendemain, elle appelle son copain pour lui dire qu'elle va dormir. Une fois dans sa tente, elle coupe son téléphone pour essayer de dormir. Sauf qu'au bout de 3 minutes de silence, elle entend des bruits de pas humains qui marchent à côté de sa tente. Au début, Elodie ne s'inquiète pas plus que ça, puisque malheureusement pour Elodie, il y a des sanitaires pas très loin d'elle. Mais elle trouve ça quand même bizarre étant donné que ces sanitaires sont réservés aux saisonniers. Alors Elodie va rationaliser et se dire que c'est sûrement un animal qui passe par là. Mais Elodie commence petit à petit à comprendre qu'en fait c'est une chose qui tourne autour de sa tente. Ce sont des petits pas lents, comme si quelqu'un essayait de marcher en essayant de faire le moindre bruit possible. Au bout de 10 minutes, Elodie commence sérieusement à avoir peur. Elle prend son téléphone et décide d'expliquer la situation à son copain et à des amis à elle. Ses amis ne trouvent rien d'autre que de la vanner et lui dire que c'est sûrement elle qui se fait des films. Pour rigoler, ils lui disent que c'est un sanglier qui cherche de la nourriture et qu'il va la bouffer. Elodie nous dit qu'elle habite depuis tout petite à la campagne. Donc elle sait reconnaître quand c'est des pas humains ou des pas d'animaux sauvages. Et surtout, Elodie se dit que quand tu fais un petit peu trop de bruit, eh bien un animal sauvage a tendance à se barrer. Ses amis lui disent alors de parler très fort pour voir ce qu'il se passe. Elodie va écouter ses amis et crie des mots. Là, elle peut entendre que les bruits de pas s'arrêtent au niveau de son lit pendant 30 secondes. Les bruits de pas reprennent et ça fait comme des allers-retours sur le côté de sa chambre. Elodie peine à étouffer ses pleurs sous sa couette et répète plusieurs fois la phrase la plus éclatée. « Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Puis d'un coup, un projectile est projeté sur le côté de la tente. C'est clairement pas une pomme de pin. Elodie en est sûre. C'est comme si quelqu'un lui jetait quelque chose de manière horizontale. Les amis d'Elodie lui disent alors de téléphoner en FaceTime. Et aussi qu'il serait mieux de sortir de la tente pour se défendre. Elodie cherche un petit peu dans la tente et au bout d'1 minute, elle trouve une casserole. Mais bon, elle se dit qu'en ayant mis autant de temps, la personne est sûrement partie se cacher dans la forêt. En ouvrant la toile de la tente, Elodie a pu apercevoir par terre des sardines rouillées. Alors non, c'est pas l'animal, c'est des sortes de pieds pour tenir la tente. Et il se trouve devant l'entrée, là où justement elle a entendu les projectiles. Elodie en est sûre. Quand elle est rentrée dans sa tente, cette sardine ne se trouvait pas là. Surtout que sur la tente d'Elodie, il lui manque déjà des sardines. Et ceux qu'elle a sont totalement neuves. Donc impossible que ça soit les siennes. Elodie a alors éclairé les environs avec sa lumière. Mais elle est vite rentrée car elle a très peur vu qu'elle ne voit rien. Au bout d'1 minute, elle entend des bruits de pas qui se rapprochent de nouveau. Cette personne commence à jeter de nouveau des trucs sur la tente. Cela dure pendant d'éternelles minutes. Au bout d'un moment, le copain d'Elodie lui dit d'appeler la police. Sauf qu'Elodie ne veut pas entendre parler de cette solution. Le camping est entouré de forêt et si la police vient, eh bien elle se dit que ça va s'entendre. Et la personne partira juste se cacher dans la forêt. Mais surtout, elle a juste pas envie de se faire remarquer par la directrice. Elodie a alors pensé à une solution. Elle a donné le numéro de Marie à son copain pour que son copain l'appelle et lui dise de venir voir Elodie car elle ne va pas bien du tout. Pendant ce temps-là, les bruits ne diminuent pas au niveau de sa chambre. Après 5 minutes, elle entend les pas partir vers la forêt, pratiquement en courant. 10 secondes après, elle peut entendre la voix de Marie qui lui dit que ça y est, elle est là. Elodie lui explique la situation et Marie lui dit vas-y, t'en fais pas, viens dans ma caravane pour cette nuit. Le lendemain, Elodie est partie alerter les directrices qui ne l'ont pas du tout prise au sérieux. Elles n'ont pas du tout cherché à vérifier les caméras de surveillance ou quoi que ce soit dans le genre. Elodie nous dit que cette personne l'a sûrement vue quand elle était à la plage. Elodie, pensant qu'elle était seule, tranquillement sur cette plage, est allée se baigner. Et quand elle est allée se baigner, eh bien elle n'avait pas le haut, elle avait juste le bas. Du coup, elle se dit qu'effectivement cet homme a dû la repérer là-bas et que forcément il a dû bien aimer ce qu'il a vu. Elle se dit qu'il a sûrement attendu qu'elle dorme pour pouvoir l'attaquer. Après ça, Elodie est quand même restée dans ce camping étant donné qu'elle avait besoin d'argent. Et surtout, il s'est rien passé de trucs dans ce genre. Et petit mot de la fin, eh bien son école s'est avérée gratuite. Voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Raphaël. Son histoire s'est déroulée il y a 2 ans. En fait, c'est plein de petits faits étranges qui fait que Raphaël se décide à nous la raconter. Au moment de cette histoire, Raphaël est en vacances d'été avec tous ses amis dans un camping vraiment cool. Les gens sont tous de bonne humeur. Il y a vraiment une bonne ambiance dans le camping qui est collé à un lac et qui est également collé à une forêt. Les premiers jours se passent super bien.
Ils s'amusent, ils boivent, ils fument un petit peu. Enfin bref, ils se tapent leur meilleure vie comme le dit Raphaël. Cependant, au bout de la 3e nuit, quelque chose d'étrange se produit. Le groupe de Raphaël est tranquillement en train de se balader dans la forêt quand d'un coup, il peut entendre les cris d'une fille qui dit « Non, ne tuez pas s'il vous plaît !» Ces cris proviennent de plus loin dans la forêt. Raphaël et ses amis sont restés bouche bée. Sur le moment, ils pensent juste que c'est une mauvaise blague de jeunes qui s'amusent comme eux. Et ils n'y prêtent pas plus attention que ça. Même si Raphaël nous dit que sur le moment, ça les fait quand même bien flipper. Une nuit plus tard, ils se trouvent dans un village qui est collé au camping. Puisque oui, là-bas se trouve un château d'eau sur lequel ils peuvent faire du bruit et s'amuser sans déranger personne. Depuis le château d'eau, Raphaël peut voir une silhouette qui ressemble à celui d'un enfant nu courir derrière les maisons du village. Sur le moment, Raphaël a des frissons dans tout le corps et il commence à avoir un petit peu peur. La même nuit, Raphaël et ses amis ont rencontré une fille qui a à peu près le même âge qu'eux. Ils ont commencé à lui parler, puis Raphaël et ses potes se sont dit que cette fille était vraiment cool. Ils l'ont donc invitée aux autres soirées prévues pendant la semaine. Sauf que Raphaël, il a remarqué quelque chose de très bizarre à propos de cette fille. Pendant la soirée, il y a 3 4x4 noirs différents qui vont venir la prendre, la déposer. Et sur ce fait, Raphaël, il se dit que c'est un petit peu bizarre, voire même flippant. Le soir après cet événement, le groupe de Raphaël a décidé de se balader autour du lac. Puis ils se sont rendus au bout d'un ponton qui est placé sur le lac, jusqu'à ce qu'un homme très grand, très imposant débarque. Il porte une couette toute blanche sur lui. Il a des yeux rouges globuleux et Raphaël peut voir que l'homme pleure. Il a les cheveux gras et longs et il marche comme un zombie dans leur direction. Autour de lui, tout le monde commence à avoir peur. Raphaël demande alors à cet homme ce qu'il veut, mais l'homme ne lui répond pas. Il se met dans leur cercle et regarde fixement un ami à Raphaël. Ensuite, il se lève et il va s'asseoir au bout du ponton sans rien dire, comme s'il voulait se jeter du ponton. À partir de là, ils sont partis finir la soirée à leur campement sans savoir ce qu'ils avaient vraiment vu. D'ailleurs, Raphaël, il tient à nous préciser sur la zone où il se trouve. C'est une zone où il y a beaucoup de choses étranges qui se passent. Il y a eu pas mal de disparitions mystérieuses ou même de meurtres. Le soir d'après, Raphaël et ses amis sont allés rejoindre cette fille qu'ils ont rencontrée plus tôt sur le château d'eau. La fille a ramené ses propres bouteilles d'alcool et insiste pour que tout le groupe de garçons boivent dedans. Un petit peu avant de boire, l'un des amis de Raphaël et cette fille se sont mis à s'embrasser. Mais à partir du moment où l'ami de Raphaël a bu dans sa bouteille, elle a stoppé net de l'embrasser. Deux des amis de Raphaël ont goûté à ce qu'il y avait dans la bouteille de cette fille. Et les deux ont été bourrés extrêmement vite. Bien trop vite en rapport avec la quantité bue. Un autre ami de Raphaël, Nicolas, a décidé de raccompagner cette fille histoire qu'elle ne rentre pas toute seule. Et quand Nicolas est arrivé devant sa maison, elle lui a dit qu'elle n'avait pas les clés pour rentrer. Elle a alors demandé à Nicolas s'il voulait bien dormir dans la caravane juste à côté de sa maison. Nicolas n'est pas du tout d'accord avec ça et il a alors refusé. Tout ça après 10 minutes de bavardage plutôt gênant. Mais en se retournant quelques secondes après être parti, il a pu voir ce que cette fille a fait. Il a vu qu'elle était en train de prendre ses clés et de rentrer dans sa maison. Honnêtement, Raphaël pense que cette fille a essayé de tous les droguer. Et surtout qu'elle a voulu emmener son ami Nicolas dans cette caravane. Mais il nous dit que pour lui, c'est pas l'élément le plus choquant. Le truc le plus choquant pour lui, c'était le mec sur le ponton qui était vraiment très bizarre. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Charlotte. Avant qu'on commence cette histoire, est-ce que vous vous rappelez de la période des clowns tueurs? À cette époque-là, il y a plein de faits divers là-dessus. Et ce phénomène ne touche pas que les États-Unis, il débarque même en France. À cette époque-là, Charlotte est âgée de 12 ans. Et cette histoire se passe le soir d'Halloween en 2014. Vous allez vous dire, non mais c'est un petit peu cliché, le soir d'Halloween pour une histoire bien creepy. Mais justement, Charlotte nous dit qu'elle pense que les psychopathes choisissent bien leur jour pour être le plus effrayant possible. Elle nous dit qu'ils sont loin d'être bêtes et qu'en plus, à cette période, ils peuvent passer inaperçus, ce qui les rend encore plus flippants. Malheureusement, les parents de Charlotte sont séparés. À ce moment-là, Charlotte est chez sa mère pour Halloween. D'ailleurs, il faut savoir une chose sur la mère de Charlotte. Elle est vraiment très prudente et très protectrice. La mère de Charlotte vit dans un quartier pavillonnaire. Charlotte et son frère se sont préparés pour la fête. Charlotte nous dit que franchement, elle ne se souvient plus du tout en quoi ils se sont déguisés. Pour cet Halloween-là, Charlotte, sa mère et son petit frère doivent le passer avec une amie à sa mère qui s'appelle Elena. Elena est voisine du quartier et elle a également 3 enfants. Tous les enfants, excepté Charlotte, sont âgés entre 2 et 8 ans.
Ce qui fait qu'évidemment l'enfant de 2 ans est placé dans une poussette. Mais la mère de Charlotte n'est pas trop rassurée à l'idée de fêter Halloween cette année-là, surtout en sachant tout ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Mais Charlotte et son petit frère ont insisté, ce qui fait que leur mère a donc accepté. Mais par précaution, la mère de Charlotte a décidé de prendre une arme dans la collection de son mari. Il collectionne les katanas et les machettes en guise de décoration. La mère de Charlotte, elle décide de prendre aucun risque et elle planque une des armes dans la poussette cachée dans une serviette. Vient maintenant l'heure de réclamer les bonbons dans le quartier. Tout se passe très bien. Ils décident d'aller un petit peu plus loin dans les maisons qui longent la rue à droite de la fin de leur quartier. Mais cette rue-là n'est pas éclairée la nuit, donc ils décident alors d'allumer leur lampe torche pour y voir un petit peu plus clair. Au bout d'un petit moment, Charlotte peut voir sa mère stressée, mais elle ne comprend pas vraiment pourquoi. Il n'y a personne dans la rue à part eux, jusqu'au moment où Charlotte peut entendre des bruits derrière eux. Par précaution, la mère de Charlotte regarde derrière elle pour être sûre que c'est une famille qui part également à la chasse aux bonbons. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Charlotte, intriguée, se retourne et manque de pousser un cri. Car oui, elle peut voir un homme déguisé en clown qui tient une batte de baseball dans sa main. Il faut savoir qu'à cette époque, Charlotte a une phobie des clowns, surtout vu la période où les clowns tueurs font leur apparition. Ce qui fait qu'en voyant ce clown, Charlotte se met alors à paniquer. La mère de Charlotte, quant à elle, remarque que cet homme est un peu bizarre. Puisque oui, il les suit. La mère de Charlotte demande à tout le monde de presser le pas. Heureusement, à ce moment-là, l'homme est assez loin d'eux. Charlotte et tout le petit monde sont enfin arrivés dans l'impasse la plus proche et ils commencent à sonner aux maisons. Ils font comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, tout le monde espère une seule chose, c'est que cet homme était juste là pour les effrayer et que maintenant il soit parti. Les enfants récupèrent les bonbons et tout le groupe part en direction de la sortie de l'impasse, prudemment, lampe torche éteinte. Charlotte a le cœur qui bat la chamade et a les larmes aux yeux. Le petit frère de Charlotte ne comprend rien à la situation. Donc quand il voit que tout le monde stresse, il se met à paniquer. En regardant sur le côté, il peut même voir sa sœur commencer à pleurer. Étant donné que le petit frère de Charlotte panique, il se met à regarder partout. En tournant la tête, il a pu voir le clown débarquer au début de l'impasse. Un hurlement strident est alors sorti de sa bouche. À ce moment-là, tous les enfants sont en pleurs. La mère de Charlotte commence à vraiment paniquer. Elle a peur qu'il arrive quelque chose aux enfants. Mais elle se souvient d'une chose, c'est qu'elle a planqué une arme dans la poussette. Elle saisit alors l'arme et elle commence à hurler à l'homme de se barrer. Elle lui dit qu'elle est armée et qu'elle n'hésitera pas à l'utiliser si nécessaire. À ces mots, le clown les a regardés un petit moment. Il s'est mis à sourire en fixant la mère de Charlotte et il s'en est allé. Tout le petit groupe est alors choqué de ce qui vient de se passer et va alors attendre quelques minutes sur place. Ensuite, ils vont reprendre leur chemin pour rentrer chez eux. Sur le chemin, ils restent bien évidemment très prudents. Elena et la mère de Charlotte vérifient toutes les 30 secondes pour voir si le clown ne les a pas suivis jusqu'à leur domicile. Chacun finit par retrouver leur maison respective. Une fois à la maison, Charlotte, sa mère et son petit frère ont tous dormi dans le salon en attendant le conjoint de sa mère. Au final, ça s'est bien fini pour tout le monde. Mais je peux vous dire qu'ils n'ont plus jamais fêté Halloween. Depuis ces événements, Charlotte n'a pas moins peur des clowns, bien au contraire. Pour conclure, Charlotte nous dit qu'elle ne sait pas quelles étaient les intentions de cet homme. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Alors j'espère que vous comprenez bien la période dans laquelle elles étaient. C'était en 2014 et il y avait vraiment un nouveau phénomène qui débarquait. Il y avait des putains de clowns tueurs. Alors il y a sûrement 99% qui n'étaient clairement pas des tueurs, qui prenaient juste ce truc pour faire peur aux gens, mais dans toute cette masse, il y a effectivement des clowns qui sont bien passés à l'acte. Et déjà de base, un clown c'est déjà un petit peu effrayant, mais si en plus il est armé et vu le contexte, je peux vous dire que vous n'êtes pas serein. Sérieusement, comment vous auriez réagi à leur place? En tout cas, petit point bonus à la mère de Charlotte. Elle a clairement fait un énorme move en mettant une arme cachée dans la poussette. Peut-être que ce détail a tout changé dans l'histoire. Peut-être qu'il allait vraiment les attaquer. Enfin bref, tout le monde va bien et c'est le principal. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Damien. Tout commence le 6 mai 2020 pendant ce fameux confinement. Damien a 29 ans et il vit dans une petite ville calme aux alentours de l'île dans le nord. Il habite dans une petite maison mitoyenne à une autre régulièrement louée où les locataires ne restent jamais longtemps. Et cette maison n'est pas vide quand il n'est pas là étant donné qu'il vit avec un magnifique Canet Corso. Le 6 mai 2020, Damien rentre de son travail et croise son voisin. Il salue alors Rémi mais n'a pas de réponse de sa part. Bon, sur le coup, il y prête pas plus attention que ça. Mais c'est assez bizarre étant donné que le courant entre lui et ses voisins
voisins qui se nomment Rémi et Magali passent super bien. Pour vous dire, le lendemain de leur emménagement, ils sont venus se présenter à lui d'eux-mêmes. Et le courant passe tellement bien qu'ils prennent régulièrement des apéros tous les trois. Mais aujourd'hui, Damien peut nous dire que Rémi n'a vraiment pas l'air d'humeur, comme s'il était dépité de quelque chose. Il se dit que ça arrive et que Rémi a dû se disputer avec Magali. Enfin rentré, Damien s'installe devant son PC. Il met de la musique dans son casque et il se met en mode session de jeux vidéo. Aux alentours de 22 h, Damien peut entendre son chien grogner, chose qu'il ne fait que rarement et pas sans raison. Il retire son casque et écoute ce qu'il se passe. La maison de Damien est mitoyenne et donc collée à l'autre maison. Il peut entendre clairement ce qu'il se passe. Il y a un bordel pas possible chez Rémi et Magali. Puis il peut entendre « Lâche-moi putain, tu me fais mal !» Suite à ça, il peut entendre des cris, des coups et la phrase qui a tout déclenché. Il entend d'une voix bizarre comme quelqu'un qui se fait étrangler. « Je t'en supplie, arrête, tu vas me tuer !» Il n'en faut pas plus à Damien. Il prend son téléphone et appelle la police. Il leur explique la situation et leur demande de venir au plus vite. Il leur dit que de son côté, il va intervenir. L'opérateur lui confirme qu'il envoie une équipe. Damien sort de chez lui et tambourine à la porte de ses voisins. Pas de réponse. Jusqu'à ce qu'il entende un râle à peine perceptible, comme un appel à l'aide. Là, il prend alors la décision d'enfoncer la porte. Un coup, deux coups, et au troisième coup, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas grâce à ces coups, mais grâce à Magali qui a ouvert la porte en larmes, le coup encore marqué des mains de son agresseur. Celui-ci est dans la cuisine, son regard est noir, ses poings sont serrés. Damien demande alors à Rémi de s'allonger sur le ventre, main derrière la tête. Puis d'un ton très calme, il lui dit « Écoute, t'as vrillé mais ça va aller. Je veux juste m'assurer que tu vas pas faire d'autres conneries. » Malheureusement, contre toute attente, Rémi saisit un couteau de cuisine et court vers Damien et tente de l'attaquer avec. Là, ça en est trop pour Damien. Il le contre et saisit son poignet de la main droite. Et d'un mouvement sec, il arrive à lui faire une clé de bras. Son bras est inutilisable et il écarte l'arme de Rémi. Il est allongé au sol, en pleurs. La police arrive et Damien leur explique la situation. Les policiers appellent les pompiers pour Magali et partent pour constater l'ampleur des dégâts. Rémi et Damien, quant à eux, sont amenés au poste de police. Damien a fait une déposition puis il est retourné chez lui. À son retour, il peut retrouver Aguera, son chien qui tourne en rond dans la maison, encore secoué de ce qu'il a entendu. Ensuite, ils sont partis dans sa chambre pour aller dormir. On fait maintenant une petite avancée rapide et les voisins de Damien ne sont plus ensemble. Rémi est sous le coup d'une mesure d'éloignement. Il fait sa peine chez sa mère qui habite le village voisin. Tout ça avec un bracelet électronique au pied. Le temps passe et Magali va quitter son logement sans émotion. Damien et elle passent une petite soirée ensemble avec une bonne bouteille et Netflix. Puis d'un coup, dans la soirée, elle lui parle de Rémi. Comme quoi, il essaye de la récupérer malgré ce qu'il a fait. Mais pour Magali, c'en est trop. C'est mort, c'est fini. Elle a même dit à Rémi qu'elle quitte la région. Elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Les choses se passent et plusieurs mois s'écoulent. Un soir, au travail, Damien n'est pas tranquille. Il se sent comme épié. Il faut savoir que Damien est agent de sécurité mobile. La nuit, il passe sur différents sites et s'assure que tout va bien et il intervient en cas d'effraction ou de départ de feu. Il nous dit que l'obscurité rend généralement certaines personnes parano, mais lui, il est très serein. Bien sûr, il reste quand même sur ses gardes. Mais cette nuit-là, il sent quelque chose de différent. Ne sachant pas quoi, il se dit qu'il verra. Damien fait alors sa petite ronde et il n'y a rien à signaler. Il part sur un autre site. Il est sur la route et là, il voit au loin dans son rétroviseur une voiture qui roule derrière lui et qui garde une certaine distance. Chose que vous allez me dire comme normale. Effectivement, mais là c'est encore le couvre-feu. Damien sort de l'autoroute et cette voiture fait de même. Il ralentit, elle aussi. Il accélère et cette voiture fait de même. Éreinté, Damien s'arrête sur le trottoir. Mais vous connaissez le refrain, cette voiture aussi. Il attend alors de voir si quelqu'un sort du véhicule. En attendant, il se fait une petite pause cigarette. Pendant qu'il fume, il hésite à aller voir cette personne pour voir ce qu'elle lui veut. Mais il se dit « Allez, arrête ça, tu vas juste passer pour un con ». Damien finit sa clope et reprend la route. La voiture est toujours derrière lui. Il ne sait pas du tout ce que cette personne lui veut. Dans le doute, Damien décide de bombarder et de semer la voiture et il accélère. Cette personne va également accélérer. Mais finalement, il arrive à perdre la voiture dans de petites rues et il a repris la route vers sa destination. En pleine ronde, l'opérateur de télésurveillance l'appelle. « Excuse-moi, tu pourrais faire une intervention à la concession auto ? J'ai du passage mais pour l'instant ça touche pas le bâtiment. » Damien prévient son collègue de ce qu'il vient de se passer avec cette voiture.
Mais bon, il ne se fait pas trop de soucis et dit à son collègue que c'est sûrement un mec qui veut voir en combien de temps il sera sur place, ce qui est assez courant dans son métier. Damien prend donc la route mais reste sur ses gardes. Il regarde souvent derrière lui pour voir si une autre voiture le suit. Arrivé sur place, il commence son contrôle. Rien de fracturé à première vue. Il continue mais son collègue l'appelle. Et ce qu'il va lui dire est la chose la plus stressante de sa carrière. Ouais, c'est toi sur le site là? Ouais, c'est moi, t'inquiète pas. Damien, reste calme et montre-moi lequel des deux gars tu es. Damien va alors se gratter la tête mine de rien. Ok, il y a un type qui te suit en longeant le bâtiment. Damien lui répond alors, ça marche, t'inquiète pas. Damien nous dit qu'il sait comment réagir dans cette situation. Il doit garder un air naturel et passer le premier angle du bâtiment, il doit fracasser l'homme. Il a tourné à l'angle, il est maintenant sur place, il attend que cet homme s'approche. Et c'est le cas, l'homme s'approche dans sa direction. Mais Damien peut entendre dans son téléphone. Putain, barre-toi, il est armé. Le temps que Damien reçoit cette information, l'homme est maintenant face à lui. Il n'a plus le temps. Il l'attrape et le plaque sur le ventre. Cet homme est bel et bien armé, il tient dans sa main un couteau de chasse. Damien essaye de lui faire lâcher prise. Il sent qu'il est en train de perdre l'ascendant qu'il a sur lui et son équilibre. Il n'a plus le choix. Il lâche ses bras et attrape la tête de l'homme. Il la claque sur le béton de toutes ses forces et l'assomme. Damien le retourne pour lui attacher les bras avec ses manches et là, il voit qui est l'agresseur. C'est Rémi. Il est venu se venger. Damien repense alors à leur discussion à propos de son boulot. Rémi connaît sa voiture et les coins où il doit se rendre pour son boulot. Il repense à toutes les soirées qu'ils ont passées ensemble autour d'un verre sur sa terrasse. Son collègue hurle à travers le téléphone étant donné qu'il ne comprend pas. Il est inquiet de l'issue de cette intervention et appelle la police qui heureusement est rapidement arrivée. Les policiers ont enchaîné les questions. Puis l'ont demandé de repasser les voir une fois son poste terminé. Après avoir fouillé l'individu, ils ont pu confirmer ce que Rémi comptait faire. Ils ont retrouvé sur lui de l'alcool à brûler, un briquet et son couteau de chasse. Un des policiers a alors dit à Damien « Monsieur, si vous voulez qu'on vous ramène, je comprendrai. Ça a failli être un terrible soir. » Damien lui répond alors « Ça va aller, on se voit tout à l'heure. » Aujourd'hui, Rémi est en prison et Damien est toujours rondier internant. Il est encore plus vigilant qu'auparavant. Il se dit que Rémi reviendra peut-être un jour et il l'attend chaque soir au pas de sa porte. Ni Magali ni Damien ne savent ce qu'il s'est passé dans la tête de Rémi. Il ne s'est jamais expliqué sur son geste, ni à eux, ni à la police. Il a gardé le silence tout du long. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maeva. Elle a 27 ans et son histoire s'est déroulée en 2018. Elle était alors âgée de 23 ans. Elle vient d'emménager dans une grande maison au cœur de la Vendée avec son compagnon de l'époque. C'était une ancienne école retapée en habitation. Le couple vivait tranquillement dans cette maison avec leurs 3 chats. D'ailleurs, Maeva tient à nous détailler un petit peu la maison étant donné que ça aura son importance pour la suite. Tout d'abord, la porte d'entrée est une porte vitrée qui donne directement sur la cuisine salle à manger. Le salon est un petit peu plus en renfoncement. Ça forme comme une sorte de L. Maeva a mis des grands rideaux devant la porte d'entrée pour obstruer la lumière et les regards des voisins. Même si elle vit dans un petit village tranquille, eh bien elle tient forcément à son intimité. Passons à l'histoire qui s'est d'ailleurs déroulée en hiver. Maeva vient de terminer une très longue mission d'intérim de plusieurs mois et elle avait décidé de se prendre quelques jours de repos avant de reprendre le travail. D'ailleurs, à cette époque, ce n'est pas facile pour Maeva. Elle était insomniaque et elle dormait très peu. 2 à 3 heures par nuit au maximum. Du coup, une nuit vers 2 ou 3 heures du matin, elle se trouve dans le salon à regarder la télé avec 2 de ses chats. Son compagnon de l'époque se trouve à l'étage dans une des chambres. Mais son compagnon ne dort pas étant donné qu'il se trouve dans une des chambres aménagées en coin gaming. Pendant que Maeva regarde la télévision, elle peut entendre quelqu'un toquer à la porte vitrée. Elle baisse alors le son de la télévision car sur le coup, elle se dit que ça provient de sa série. Elle coupe même le son. Elle tourne la tête en direction de la porte et ça toque plus fort une seconde fois. Puis une troisième et une quatrième. Elle appelle son ex et sur le coup, ils se disent que ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc son copain descend les escaliers et il ouvre la porte un petit peu vénère. Quant à Maeva, elle n'était pas visible depuis la porte étant donné qu'elle était cachée dans le renfoncement, téléphone à la main. Elle arrive quand même à voir l'individu qui se trouve à la porte. C'est un gars. Il a la trentaine voire quarantaine.
Il a garé sa voiture devant la maison et il demande s'il ne pourrait pas le déposer dans le village à côté en échange de 100 €. Alors déjà c'est assez bizarre comme situation, mais ce n'est clairement pas le plus bizarre. Un petit peu plus loin, derrière lui, il y a 2 autres hommes qui sont cachés. Déjà, le gars qui se trouve sur le pas de la porte ne semble pas très net. Maeva peut sentir quelque chose de louche. L'ex de Maeva se retourne alors vers elle et lui demande ce qu'ils doivent faire. Elle se met alors à parler très fort et elle dit « Je vais appeler les gendarmes, ils vous déposeront ». Juste après avoir dit ça, le gars qui se trouvait sur le pas de la porte s'est mis à courir. Et les 2 autres gars sont sortis de leur pseudo-cachette et l'ont suivi. Sur le coup, Maeva et son compagnon ne comprennent rien à la situation. Quelques jours après, le beau-frère de Maeva qui vit à 2 rues de chez elle bricole dans son garage le soir. Et là, c'est la même chose. Les 3 mecs ont demandé à ce qu'on les dépose dans le village d'à côté en échange de 100 €. Voilà, Maeva nous dit qu'elle n'a pas forcément plus de souvenirs de ça étant donné que c'était il y a 4 ans quand même. En tout cas, elle se souvient d'une chose, c'est qu'elle avait très peur ce soir-là. Elle sait vraiment pas ce qui se serait passé si elle les avait déposés. Ces types-là avaient l'air vraiment très louches. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léo et au moment de cette histoire, il a 20 ans et il habite à Caen dans une petite maison avec ses parents et sa petite sœur de 14 ans qui se prénomme Nikki. Ah, autant pour moi, il manque un élément essentiel à cette histoire. C'est Rex, le berger allemand de la famille. Alors oui, si vous vous demandez, il a bien le même nom en référence à la série. L'histoire que Léo nous raconte s'est déroulée très récemment, c'est-à-dire il y a un mois. Son histoire se passe un jeudi vers 15 h. Léo se promène dans son quartier accompagné de son chien. Sur le chemin, il se fait la réflexion que sa sœur est toujours au collège à cette heure-ci vu qu'elle finit à 15 h 30. De base, il ne va pas chercher sa sœur car elle préfère rentrer à la maison à pied accompagnée de ses copines. Léo se dit alors qu'il va attendre sa petite sœur tranquillement sur les marches devant chez lui. Pendant qu'il attend et joue avec Rex, il peut remarquer une voiture noire qui fait le tour du quartier. Et c'est maintenant la 3e fois que cette voiture passe devant lui. 5 ou 10 minutes après, il peut voir au loin sa sœur arriver. Une fois sa sœur non loin de la maison, il a pu voir la voiture noire foncer à toute allure et arriver au niveau de sa sœur. La voiture a pilé et 2 hommes cagoulés sortent de la voiture pour tenter de kidnapper sa sœur. Léo se met à courir comme un fou. Et une fois au niveau des 2 hommes cagoulés, il se bat de toutes ses forces pour pouvoir sauver sa sœur. Sauf que l'un des 2 gars se met à sortir une matraque télescopique. Léo arrive à lui asséner un coup de poing avant qu'il n'arrive lui-même à mettre un coup avec sa matraque. Pendant ce temps-là, l'autre homme se fait mordre par Rex et lâche la petite sœur de Léo. Les 2 hommes rentrent dans la voiture et foncent en trombe. Léo a directement pris sa sœur dans les bras pour la rassurer. Ses voisins, ayant vu la scène, ont appelé la police. Les policiers sont arrivés sur les lieux après quelques minutes et ont questionné Léo et Nikki. Il y a plusieurs jours, Léo a appris que la police avait arrêté les 2 hommes cagoulés et qu'ils allaient être jugés pour tentative de kidnapping. À l'heure d'aujourd'hui, Nikki est toujours sous le choc à cause de cet événement. Elle en fait des cauchemars la nuit à tel point qu'elle hurle à la mort en pleine nuit. Léo se lève alors pour la calmer et la réconforter, mais il nous dit qu'elle va un petit peu mieux depuis qu'ils dorment dans la même pièce. Il va également la chercher au collège tous les jours. Léo se demande qu'est-ce qui serait arrivé à Nikki s'ils avaient réussi à la kidnapper. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors, avant qu'on commence cette histoire, il faut savoir que j'ai eu des preuves. Lucas, il m'a envoyé des photos et des vidéos sur Instagram. Et d'ailleurs, j'espère qu'au montage, je pourrai vous mettre tout ça. En tout cas, pour là où les photos, j'ai pas de doute, mais pour les vidéos, j'en sais rien. Donc je verrai si j'arrive à les récupérer sur Instagram, mais en tout cas, moi je peux authentifier que je les ai vues les vidéos. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, passons donc à l'histoire et c'est celle de Lucas. Un vendredi soir, comme les autres, il veut aller faire quelques petites activités entre potes, mais malheureusement, dans tout son groupe de potes, il n'y a que 2 personnes disponibles, c'est-à-dire son pote Eddie et lui-même. Lucas se dit alors bon allez, je vais aller chez Eddie. Lucas se retrouve maintenant chez Eddie qui habite à côté d'une forêt. Ils se disent donc qu'ils vont prendre de quoi manger avec eux et qu'ils pourront aller manger ça dans une petite cabane qui est à Eddie. Bon, c'est pas vraiment sa cabane, il l'a pas construite de ses mains, mais il l'a découverte, puisqu'elle se trouve plus ou moins loin de chez lui. C'est quand même à 10 minutes à pied de l'habitation la plus proche, et ce petit détail, Lucas, il ne le connaît pas. Ce qui fait qu'à 19 h, les 2 garçons s'enfoncent dans la forêt. Et une fois arrivé devant la cabane, Lucas est directement mis dans l'ambiance. Il peut voir un couteau planté dans la cabane.
Déjà qu'il est un petit peu paranoïaque en forêt, je peux vous dire que ça n'arrange pas la situation. Le couteau n'est pas très gros non plus. Mais c'est pas rassurant pour Lucas d'arriver là pour la première fois et de voir ça planté sur la cabane. Lucas se met à paniquer et il demande à son pote s'ils peuvent repartir car là il devient parano. Eddie arrive quand même à le convaincre de rester sur place. Il commence à manger et écoute de la musique. Sauf qu'à un moment, Lucas va avoir du mal à ingurgiter le morceau qu'il a dans la bouche car il vient tout juste d'entendre un cri dans la forêt. Il n'a pas réussi à distinguer si c'était le cri d'un homme ou celui d'une femme. Lucas éteint directement la musique et il demande à son pote s'il a entendu la même chose que lui. Son pote lui répond alors que non et que ça provient très probablement de la musique. Ils remettent alors la musique et quelques secondes plus tard, Lucas entend de nouveau un cri. Mais là, ça y est, Lucas il comprend très bien que ça ne peut pas venir de la musique. Et grâce à ce cri, il a pu comprendre que c'est la voix d'un homme qui d'ailleurs est plus proche cette fois-ci. Là, rebelote, il recoupe la musique et il demande à nouveau à son pote s'il a entendu le cri. Eddie tend l'oreille mais n'entend rien du tout. Lucas s'apprête à remettre la musique quand ils peuvent entendre le cri d'un homme. Le cri est encore plus proche et vient d'un chemin en bas. Les garçons, pris de peur, ont pris leurs affaires et sortent de la cabane pour rentrer chez eux. Ils ont fait à peine quelques mètres qu'ils peuvent entendre ce cri. On n'a rien laissé. Eddie et Lucas se mettent alors à courir le plus vite possible et pendant qu'ils courent, ils peuvent entendre l'homme crier « Les gars !» Ils sont arrivés en haut du chemin et ils regardent en contrebas. Ils peuvent voir vers la cabane une lampe torche allumée. Et d'un coup, plus rien, plus aucune lumière, plus aucun cri. Les garçons décident de rentrer chez eux sans en parler à leurs parents. Lucas pense qu'ils ont eu affaire à une personne qui n'était pas saine d'esprit. Eddie, quant à lui, pense que c'est un voisin qui habite derrière le ruisseau. Un mois après cet événement, ils sont retournés 2 jours à la cabane. Et justement, ce jour-là, ils se sont demandé d'où pouvait venir cet homme. Ils ont cherché un petit peu, ils en sont venus à la conclusion que cet homme était peut-être passé par le ruisseau. Là, on voit la cabane. Voilà où ramène le chemin, d'où venait le mec. C'est chelou. Ensuite, ils sont allés voir de l'autre côté du ruisseau et en remontant la pente, ils n'ont pu voir aucune maison. Ce qui fait que Lucas se demande qui était cette personne et que foutait ce type à 19h30 dans la forêt. Mais surtout, il se demande qu'est-ce qu'il leur voulait et comment il a pu venir jusqu'à eux étant donné que le cri provenait de derrière le ruisseau. Est-ce qu'il aurait traversé le ruisseau? Et bah malheureusement, on n'aura aucune réponse à ça. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Lucas. Alors du coup, je sais pas du tout si j'ai réussi à vous mettre les vidéos au montage, mais clairement ça fait flipper. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Adrien. Il a 15 ans quand cette histoire se passe. Pendant le week-end, Adrien est allé rendre visite à sa copine qui habite assez loin de chez lui. Il s'est donc rendu chez sa copine en bus. Tous les deux passent un agréable moment. Mais Adrien regarde l'heure et il peut voir qu'il doit rentrer s'il ne veut pas rater son dernier bus. Il dit au revoir à sa copine et commence à marcher en direction de l'arrêt de bus. Mais pas de bol pour lui, le bus lui est passé devant. Sauf qu'il commence à se faire tard et que la nuit commence à tomber. Et malheureusement, le pauvre Adrien, il en a bien pour 1 heure de route. Car oui, il nous précise qu'il vit dans la campagne isolée et qu'il y a beaucoup de champs. Bon, Adrien nous dit qu'il est jeune et que ce n'est pas très grave. Il a l'habitude de marcher et de louper son bus. Mais Adrien trouve que en soi c'est quand même un petit problème, étant donné que ça va le faire rentrer un petit peu plus tard que prévu. Il commence alors à marcher et décide que pour rentrer plus vite, il va couper à travers une route au milieu des champs. Il continue de marcher, c'est fatigant. Mais en même temps, le calme que lui procurent les champs lui font du bien. Le trajet se passe bien jusqu'au milieu du chemin. Et là où il est, il n'y a aucune maison à plusieurs kilomètres à la ronde. Il y a juste une nationale qui passe à environ 2 km. En se baladant dans les champs, à quelques endroits, il a pu remarquer des petits tas de végétation super dense. À un moment, il croise un de ces tas au bord de la route qui fait office de décharge illégale pour les gros trucs, comme des meubles ou des choses dans ce genre. Puis là, Adrien aperçoit une voiture au loin.
et vu que c'est les champs, il la voit très bien. Mais cette voiture n'est pas normale. Elle va à une allure très lente, comme si elle cherchait un endroit en particulier. Au cours de sa vie, Adrien a vu beaucoup de voitures, mais aucune qui ne ressemblait à celle-ci. La voiture est recouverte d'une couche de crasse extrêmement épaisse, du jamais vu. Elle est défoncée de partout. Il peut remarquer que cette voiture est une Clio bleu ciel. Une fois cette voiture un petit peu plus proche, il peut voir qu'il y a comme des traces de doigts sur la poussière. La plaque d'immatriculation, quant à elle, est complètement illisible. Entre-temps, Adrien s'est caché dans les champs pour ne pas être repéré par la voiture. Puisque oui, cette voiture lui donne un très mauvais feeling. Cette voiture ne s'arrête pas très loin de lui, à côté de cette fameuse décharge. Puis deux hommes sortent de la voiture avec un seul sac poubelle. Il a l'air très gros et très lourd. Ces hommes veulent s'en débarrasser dans cette décharge. Là, Adrien prend peur et décide de se cacher un petit peu plus et se rend derrière une palette sur le côté. Adrien a un très mauvais pressentiment. Il ne veut pas être repéré par ces hommes. Mais ses missions échouées. Après avoir sorti le sac, ils ont vu Adrien caché derrière les palettes. Quand ils ont pu remarquer la présence d'Adrien, ils sont directement remontés dans la voiture et commencent à foncer vers lui. Adrien ne perd pas de temps. Il se relève et fait style qu'il marche normalement, comme s'il n'avait rien vu. Adrien le sait, sa cachette n'était vraiment pas subtile. Il était accroupi derrière des palettes dans les champs, alors qu'il fait plus d'1,85 m et sa tête dépassait des palettes. Quand les hommes sont arrivés à la hauteur d'Adrien, il a pu voir leur visage. Ils ont essayé de s'arrêter juste à côté de lui. Adrien ne veut pas les laisser s'approcher de lui. Il se barre à toute allure dans les champs, loin des chemins pour ne pas qu'ils puissent le suivre. Dans le doute et après sa fuite, il a bombardé vers la nationale. Il se rappelle très bien de leur visage. Les hommes étaient complètement drogués, les yeux grands ouverts et rouges. Il nous dit qu'ils avaient l'air complètement tarés. Adrien n'a pas pu voir la banquette arrière, mais il aurait juré qu'il y a vu du mouvement. Une fois éloigné, il a appelé son père malgré le manque de réseau. Son père est venu le chercher et il lui a tout raconté. Mais honnêtement, Adrien nous dit qu'il n'a pas osé aller voir ce que ce sac contenait. Il n'a pas non plus alerté les autorités étant donné qu'il ne veut pas passer pour quelqu'un de parano. Puisque oui, au final, il n'est pas sûr de ce qu'il y avait dedans, même si la taille et le poids de ce sac pouvaient effectivement correspondre à un corps humain. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Matteo. Son histoire s'est déroulée il y a plusieurs années alors qu'il n'avait que 13 ans. Il faut savoir une chose avant de commencer, c'est que cette histoire l'a beaucoup traumatisé. Mais ce n'est pas le seul à être traumatisé, son ami Paul l'est également. À ce moment-là, Matteo est au collège en 5e. Il sort des cours avec son ami Paul. Puisque oui, ce jour est plutôt cool. Paul doit venir dormir chez lui. Matteo sait que quand ils vont rentrer chez lui, ses parents ne seront pas là. Il est au courant que son père fait une fête au boulot et que sa mère est avec sa sœur chez sa grand-mère. Matteo et Paul sont sur le trajet pour rentrer et tout se passe bien. Il commence à arriver proche de chez lui et Matteo sort ses clés. Mais quand les garçons commencent à insérer les clés pour rentrer, ils peuvent voir le chat de Matteo et ils décident alors de le suivre. Ils veulent le caresser et le ramener à l'intérieur, puisque oui, le chat se dirige vers la fenêtre de derrière la maison. Les deux amis arrivent à l'attraper et Paul le prend dans ses bras. Puis Paul commence à mettre un petit coup de coude à Matteo. Là, Matteo va regarder son ami. Ce dernier est en train de lui montrer un homme assis par terre devant la fenêtre. Matteo décide de prendre la parole et demande à cet homme s'il est l'un des amis de son père ou un de ses employés. Puisque oui, Matteo nous explique que c'est assez fréquent qu'il y ait des employés de son père qui viennent passer à la maison. Ils viennent prendre des outils de travail, enfin bref, des bricoles. Avant que l'homme ne réponde, Matteo enchaîne et lui dit qu'il est désolé, qu'il a dû beaucoup patienter et que son père ne les a pas prévenus que quelqu'un allait passer. Il lui dit alors qu'il peut venir et qu'il va ouvrir la porte. Matteo met les clés dans la serrure et avant qu'il ait pu tourner la clé, Paul le prend par le bras et le tire en arrière. Il lui dit en criant qu'il faut qu'il passe quelque part au plus vite. Matteo sur le coup ne cherche pas du tout à contredire Paul. Paul à la base c'est quelqu'un de très responsable. Et en gros au collège c'est un petit peu le papa du groupe. Matteo sait très bien qu'à ce moment-là Paul ne rigole pas du tout. Il décide donc de le suivre sans poser aucune question. Ils arrivent dans un parc non loin. Mais ce dernier est fermé. Paul regarde autour de lui et les deux amis sont tous les deux essoufflés du sprint qu'ils viennent de faire. Paul lui explique alors pourquoi il a décidé de courir comme ça. Il lui dit qu'à côté de cet homme se trouvait un gros couteau caché derrière un pot de fleurs. En voulant caresser le chat, il a pu voir cet énorme couteau.
À ce moment-là, Matteo se dit juste que cet homme a voulu emprunter un couteau pour le ramener à la fête. Et que cet homme d'apparence n'a pas l'air vraiment suspect. Mais Paul est sûr de lui, il lui dit qu'il y a vraiment un problème. Les deux amis décident quand même d'y retourner. Mais cette fois-ci, ils composent le 17 avant et ils ont laissé leur sac derrière eux. Puisque oui, les deux garçons se disent que si jamais ils doivent recourir, eh bien ils préfèrent être légers. Ils arrivent donc devant la maison de Matteo, mais il n'y a plus personne dans le jardin. Les clés qui se trouvaient sur la porte ont alors disparu. Les deux amis essayent de rentrer, mais la porte est fermée. Matteo décide donc d'appeler son père et lui explique la situation. Son père lui répond que personne n'est censé venir et que tous ses collègues sont à la fête. C'est là que Matteo se fige. Il veut donc expliquer à Paul ce que son père lui a dit, mais au moment de le faire, les deux garçons peuvent entendre un bruit de verre qui se brise. Là, ils peuvent voir l'homme toujours avec son couteau qui vient de casser une des vitres. Paul et Matteo ont couru le plus vite possible. Ils se sont arrêtés un petit peu plus loin pour rappeler son père et lui expliquer ce qu'il vient de se passer. Pendant que Matteo appelle, Paul fait le garde et vérifie autour d'eux qu'il n'y ait personne. Son père prend la situation très au sérieux. Il lui dit que lui et tous ses collègues arrivent dans environ 30 minutes. Les deux amis vont alors attendre. Ils se disent que cet homme sera sûrement parti et que les clés auront également disparu. Environ une demi-heure plus tard, le père de Matteo est arrivé. Il dit aux deux garçons qu'ils doivent rester dehors et d'appeler la police si jamais ils entendent que ça tourne mal. Matteo a tellement eu peur qu'il nous dit que pour la première fois, il a tenu la main d'un autre homme. Une fois le père de Matteo rentré dans la maison, ils peuvent entendre des cris. « Putain, sors d'ici! C'est un taré ce type! Vas-y, lâche ton couteau !» Un des collègues de son père est sorti de la maison pour leur dire d'appeler la police. Les deux garçons ont obéi et appelé la police. Ils leur ont expliqué toute la situation. Entre le moment où ils ont appelé la police et le moment où la police est intervenue, rien n'a bougé. L'homme est resté là avec son couteau dans la maison devant la fenêtre brisée. Le type ne peut pas sortir. En cause la vingtaine de collègues du père qui entourent la maison. Quand la police est arrivée, ils ont demandé à Paul et Matteo de partir car ils géraient la situation. Au final, l'homme a été arrêté et identifié. Il a déjà été accusé pour abus physiques et même sur des mineurs. L'homme a ensuite avoué qu'il avait suivi Paul et Matteo depuis un petit moment et qu'il voulait les kidnapper. Mais il n'a jamais précisé pourquoi. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. T'es encore là toi, je sais, ça se voit et ça fait extrêmement plaisir. Mais je reconnais pas tout le monde, donc si jamais t'as envie de te démarquer, n'hésite pas à écrire clown dans les commentaires. Comme ça je verrai qui était là encore à la fin. En tout cas, sache une chose, c'est que ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie beaucoup pour le soutien et j'espère que tu vas aimer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si jamais tu l'avais oublié, un petit pouce bleu ça fait pas de mal. Et si jamais tu connaissais pas la chaîne et que tu viens de découvrir grâce à cette vidéo, et que t'es encore là, ça veut dire que t'as kiffé. Donc moi je t'invite clairement à t'abonner. Allez, je vais pas te prendre plus de temps, mais si jamais t'en veux encore, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.